Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique, comme souvent sur la chaîne, on va parler Formule 1 et on va faire la présentation du Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est la 4e manche du championnat du monde, deuxième Grand Prix d'Azerbaïdjan. Par contre, c'est la 3e fois qu'on va sur le circuit de Bakou. Et oui, parce que la première fois en 2016, ce n'était pas le Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais le Grand Prix d'Europe. Le circuit fait 6 km et 1 mètre. Et surtout, on aura 51 tours. C'est le deuxième circuit le plus long de la saison derrière Spa, Bakou. Et puis, pourquoi je suis content du Grand Prix de Bakou. Pourquoi ? Parce que c'est le premier circuit en ville de la saison. Et on sait très bien que les circuits en ville, il se passe toujours des choses. C'est mes petits préférés. Monaco, Bakou, Singapour. C'est toujours passionnant. Voilà, et puis de toute façon, c'est un circuit qui, depuis 2 ans, a quand même fait ses preuves en termes de suspense et de course à rebondissement. On passe tout de suite du côté des choix de pneus. Alors, Pirelli a décidé de prendre les pneus C2, C3, C4. Vous commencez à en avoir l'habitude, c'est les pneus qu'on retrouvera le plus souvent cette saison. Donc, on exclut le pneu le plus dur de la gamme, le C1, qui ne sera pas utilisé dans cette course, et le pneu le plus tendre, le C5. Qu'on utilisera, je pense, du côté de Monaco. Pourquoi ce choix de pneus ? Bakou n'est pas un circuit extrêmement difficile, la piste n'est pas très abrasive, mais il y a 1 ou 2 virages qui peuvent solliciter pas mal les pneus, donc Pirelli a décidé de ne pas prendre de risques. Au niveau de la location des pneus, vous la voyez tout de suite à l'écran, eh bien vous pouvez vous apercevoir que pour une fois, toutes les équipes n'ont pas fait la même chose. Alors on s'aperçoit que les 2 teams de pointe, Mercedes et Ferrari, ont décidé de prendre énormément de pneus médiums par rapport à la concurrence et peu de pneus soft, parce que je rappelle que voilà, vous avez un nombre limité de trains de pneus. On voit que les pneus hard sont peu utilisés par tous les pilotes. Par contre, voilà, au niveau des pneus soft, Renault, McLaren, Force India en utilisent 10. Ce qui veut dire qu'ils utilisent moins de pneus médiums que Ferrari ou que Mercedes. Et puis on a des choix intermédiaires, on va dire, avec ces 2 choix extrêmes-là. On a Red Bull, As, Alfa Romeo, Toro Rosso et Williams qui eux utilisent 9 pneus soft et 3 ou 2 pneus médiums selon le quota qu'ils utilisent de pneus hard. Donc ça va être intéressant, il y a des choix différents pour les essais également. On s'aperçoit, je pense que Ferrari a utilisé beaucoup de pneus médiums, c'est aussi parce que on sait que Ferrari va amener des évolutions du côté de Bakou, que c'était prévu, parce que je rappelle que le choix de pneus se fait 2 semaines avant le Grand Prix. Et donc le nombre de pneus médiums peut aussi s'expliquer par un travail en essai libre important et qu'il faudra donc des pneus qui tiennent la distance. On revient du côté du circuit de Bakou. Alors c'est un circuit où il se passe toujours des choses à Bakou. On a souvent des safety cars. Par exemple, l'année dernière, l'accident chez Red Bull entre Ricciardo et Verstappen, ce qui a peut-être conditionné le choix de Ricciardo de ne pas prolonger chez Red Bull et d'aller chez Renault. L'incident de Grosjean derrière la safety car, ou encore la victoire inespérée d'Hamilton avec la crevaison de Bottas dans les derniers tours. Ça avait été, je pense, le meilleur Grand Prix de la saison 2018. On se souvient également qu'en 2017, ça avait été chaud entre Hamilton et Vettel. Derrière, là encore, une voiture de sécurité où les deux... Où Hamilton avait freiné de manière très brusque, qui avait surpris Vettel, qui, n'étant pas content, avait décidé de mettre un coup de volant dans la voiture d'Hamilton. Et puis on se souvient également du podium de Lance Stroll, c'était en 2017, je crois, oui c'était en 2017, lors de sa première année avec la Williams. Dernier podium de Williams en Formule 1, et cette année ça risque pas de se reproduire. Alors c'est un circuit en ville, certes, mais les dépassements sont possibles sur cette piste. Pourquoi ? Parce que, à part à certains endroits du circuit, comme vous le verrez dans le tour embarqué, la piste est plutôt large. Il y a surtout des possibilités de dépassement, que ça soit alors avant le virage 1, au niveau du virage 2, au niveau du virage 3, mais également un peu plus loin sur le circuit.
au niveau du virage 16. Et puis, il y a 2 longues lignes droites. Voilà, la ligne droite la plus longue de la saison même, avec 2 km 220 selon le site motorsport.com. C'est surtout la plus longue section de pleine charge de la saison, parce que tout le dernier secteur, vous êtes à fond sur l'accélérateur et vous faites pas grand chose. On va pas se mentir, dans cette dernière section qui est pas très passionnante mais qui permet de provoquer des dépassements. On se souvient que par exemple c'est là où Bottas il y a 2 ans avait dépassé au dernier moment Lance Stroll pour le gain de la 2e place pour Bottas et la 3e place pour Stroll. Faut faire attention également aux conditions climatiques sur ce circuit. Toute la longue ligne droite, tout ce passage de longue pleine charge se trouve quasiment le long de la mer. C'est-à-dire que la distance entre le circuit et la mer doit être de 500 mètres à tout casser. Vous verrez ça sur Google Maps. Donc c'est un circuit qui se trouve le long de la mer, ce qui fait que le long de la mer, il y a du vent. Alors même si on est en avril, même si on est en Azerbaïdjan et que c'est pas là on aura le plus de vent, il faut toujours faire attention. Surtout que le vent va avoir une incidence. Déjà s'il est de travers, ça peut gêner la manière de fonctionner des voitures, par exemple dans tout le passage dans la vieille ville. Mais surtout, il peut avoir une incidence sur la vitesse de pointe des voitures. Je rappelle qu'on a la plus longue pleine charge du championnat, à peu près 360 km/h en bout de ligne droite avec le DRS, et de l'aspiration bien entendu. Or, si le vent est de face, eh bien quand vous êtes seul, vous êtes gêné parce que le vent va vous ralentir. Mais si vous êtes derrière une voiture, le phénomène d'aspiration sera accentué, alors que si le vent est de dos quand vous êtes seul, eh bien la voiture ira très très vite. Par contre, le phénomène d'aspiration sera beaucoup plus faible. Donc pour les dépassements, ça ne sera pas la même chose. Donc voilà, le vent va engendrer des difficultés. Faire attention, tout se déroule dans cette dernière section, vous allez me croire. Faire attention aux marbles. Dans la dernière section, au niveau de la ligne droite, les dépassements ne vont pas être faciles parce qu'il va y avoir... Alors les marbles, qu'est-ce que c'est les marbles? C'est des petites boulettes de gomme qui se détachent quand le pneu s'use, quand le pneu est très sollicité par les voitures. Et en fait, on a plusieurs courbes dans cette dernière section, surtout la 18 et la 19, ce qui est un enchaînement de 2 courbes, quasiment d'une chicane très rapide. Et là, on va énormément solliciter le pneu qui va donc détacher des boulettes de gomme, ces marbles. Et le problème, c'est quand vous les dépassez au début de la ligne droite, il y en a énormément. Et ce n'est pas simple parce que dès que vous avez des marbles sur le pneu fonctionne plus mal et il faut le nettoyer. C'est qu'en termes d'adhérence, ce n'est pas l'idéal. Et puis faire attention à la température des freins. Les stats pour ce Grand Prix. On a eu déjà 3 courses sur le circuit de Bakou. Et 3 vainqueurs différents, Nico Rosberg la première année, Daniel Ricciardo en 2017 et en 2018 c'était Lewis Hamilton. Particularité également de cette piste, c'est l'un des rares circuits au monde où Ferrari ne s'est jamais imposé, malgré la pole l'année dernière de Sebastian Vettel. Voilà, un manque de réussite sur ce circuit. 2 victoires depuis la première ligne, c'était en 2016. Et en 2017, mais en 2018, Hamilton était parti depuis la 10e place sur la grille de départ pour s'imposer avec, on le rappelle, une course à rebondissement. Il s'était passé énormément de choses l'année dernière sur ce Grand Prix. Et puis, dernière statistique un peu improbable sur ce circuit, eh bien, le pilote qui a le plus de podiums, le seul qui a 2 podiums en 3 éditions, c'est Sergio Pérez, le pilote de la Force India, qui aime donc cette piste de Bakou. Allez, tout de suite, on passe au tour embarqué sur Air Factor. Et bien pour ce tour embarqué, on va le faire à bord d'une Audi R8 GT3. Pourquoi on utilise cette voiture? Parce que l'intérêt pour l'Azerbaïdjan, pour les sports mécaniques, c'est venu au départ sur les GT3. Ils ont accueilli une Coupe du Monde FIA GT3. Et puis désormais, depuis maintenant 3 ans, ils accueillent un Grand Prix de F1. Allez, on part tout de suite dans la grande ligne droite. Comme vous pouvez le voir, alors c'est une énorme pleine charge, la plus longue pleine charge de la saison. Et vous allez voir que pourtant on a commencé, on va dire après le premier tiers. Et on va quand même choper la 6e. Et tout de suite, on a 240. Gros freinage ici, vers la seconde. Voilà, on passe en seconde, vers le premier virage du circuit. C'est toujours un peu tendu ici. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais comment les freins vont réagir, parce qu'on a fait une longue ligne droite avant. Et les freins tombent en température et souvent ils sont pas très bien. On récupère tout de suite le 2e virage du circuit qui ressemble au premier. Virage en angle droit, on essaie de choper la corde. C'est
pas vraiment ce que je viens de faire. Deuxième zone de DRS. L'autre particularité de Bakou, c'est que c'est un circuit en ville certes, mais qui n'est pas bosselé, contrairement à Singapour ou même Monaco. Très peu de boss ici. Voilà, on freine là, de nouveau, gros freinage en seconde. J'ai freiné un peu tôt. Et là, l'idée est de récupérer le vibreur extérieur, mais pas de l'enjamber comme ce que je viens de faire. Voilà, le 4, ici, on essaie de choper la corde pour prendre le vibreur extérieur. Et là, on va avoir un enchaînement assez technique, le 5-6. Assez lent, mais là, faut remettre un petit coup de frein. Faire attention au traction control en sortie. Le 7. Assez compliqué. Assez lent. Surtout que là, je l'ai pris vraiment très lentement. Et là, on arrive à un point crucial. Le point crucial du circuit. C'est le virage 8. Ici. La particularité de ce virage, c'est qu'on rentre dans la vieille ville de Bakou. Et que là, ici, eh ben, on est dans une illégalité. On est dans un passage qui est illégal techniquement par rapport à la réglementation FIA. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas 7 mètres de largeur. On est moins large. C'est l'endroit le plus étroit de la saison en Formule 1. Même à Monaco, on n'a pas plus étroit. Et vous allez voir, beaucoup de pilotes vont faire comme moi tout à l'heure. Ils vont se prendre le mur à la sortie. Et là, ici, normalement, la trajectoire idéale, c'est qu'il faut à peine toucher le vibreur, ici. Et ensuite, aller tout droit pour récupérer le 10, le 11, tout en haut. Là, ça monte pas mal et on se déleste un peu. Le 12, pareil, le même souci. On va partir de l'arrière. J'ai récupéré. Et on récupère le 13 qu'on va passer à fond. Ce virage très il est ici. Là, on commence à redescendre vers le 13. 14. Un virage rapide. Et le 15. Virage en descente. Où l'idée de ne pas bloquer les pneus ici. Parce que la voiture va avoir tendance à se délester. On arrive ensuite au virage 16. Sur du plat. Et ensuite, toute la pleine charge, très très longue. Moi je délaisse parce que j'ai pas une F1, mais en F1, on va passer ces deux virages-là, le 18 et le 19 à fond. Et ils vont pas taper le mur. Et le 20 ici, et là après, c'est une énorme ligne droite comme vous avez vu tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de ce tour embarqué ici à Bakou. Le programme de ce week-end, on rappelle, on aura la F1, mais également le championnat du monde de Formule 2. La F3, elle reprendra ses droits du côté de Catalogne, du côté de Barcelone, le prochain Grand Prix, le Grand Prix après Bakou. Du côté du programme de la F2, la course longue aura lieu samedi à 10h, diffusée sur Canal+ Sport en France. La course sprint, elle, aura lieu à 11h le dimanche, également sur Canal+ Sport, du côté de la Formule 1. Les qualifs à 15h, Canal+ Sport, et la course à 14h. Donc faites attention, les qualifs c'est à 15h, mais le début de la course sera à 14h10. Ça aura des incidences, les températures au niveau de la piste ne seront pas les mêmes, ce qui fait qu'on pourra avoir des surprises. Et la grille à 13h15 sur Canal+. Les enjeux du Grand Prix. Première question, qui est vraiment le numéro 1 chez Ferrari? Parce que bon, on commence à avoir des doutes. Alors, en début d'année, Mattia Binotto, le directeur de Ferrari, nous avait dit oui, c'est Sébastien Vettel qui est le leader. Oui, mais il s'avère que Charles Leclerc a fait un énorme Grand Prix de Bahreïn. Et puis qu'en Chine, on lui a donné des consignes de course à Charles Leclerc qu'il a respectées. Voilà, lors du Grand Prix de Chine, et ça lui a coûté une place dans l'affaire et des points pour Ferrari, parce que Vettel, quand il l'a dépassé, n'était pas plus rapide que Charles Leclerc et gênait au niveau de la performance la voiture de Charles Leclerc. Beaucoup de débats depuis dans la presse italienne veut que Leclerc et Vettel soient traités de la même manière chez Ferrari. Je rappelle qu'il y a toujours un côté assez particulier chez Ferrari avec les pilotes francophones. Il y a toujours eu les tifosi ont toujours apprécié les pilotes francophones, que ce soit Trintignant, que ce soit également Pironi, même quand Depailler était passé chez Alfa Romeo, court moment avant sa mort, pour Patrick Depailler quand il était passé chez Alfa Romeo, Jean Alesi bien entendu, et qui était énormément apprécié par les tifosi.
Donc Vettel n'est pas en terrain conquis, surtout que les tifosi lui reprochent toujours de ne pas être très sympathique, et puis surtout, il est toujours dans l'ombre de Michael Schumacher, parce qu'il n'a toujours obtenu aucun titre chez Ferrari. Et je rappelle que le dernier titre de champion du monde pilote chez Ferrari, eh bien, il remonte à 2007 et Kimi Raikkonen, et ça commence à faire un bail. On n'avait pas connu pareil disait depuis les années 80 et jusqu'au titre de Michael Schumacher en 2000. L'autre souci du côté de la Scuderia Ferrari, c'est est-ce que la Scuderia Ferrari a-t-elle vraiment un énorme retard sur Mercedes ? On rappelle le déroulé pour le moment de la saison. Les essais de pré-saison, Ferrari a l'air d'être largement au-dessus. Moi j'avais dit lors de ma présentation de la saison, faut faire attention, il y a beaucoup d'équipes comme ça qui ont l'air très rapides en pré-saison et puis après derrière, c'est pas vraiment le cas parce que certaines équipes cachent leur jeu, parce qu'on ne connaît pas le programme de travail de chaque équipe. Certaines équipes préfèrent travailler le rythme de course et donc mettre beaucoup d'essence dans la voiture et utilisent des pneus plus durs. Donc c'est toujours compliqué de se repérer et de se fier au temps des essais de pré-saison. On se souvient tous de Barr une année qui avait fait des essais fantastiques, Barr Honda, et puis la saison avait été assez moyenne avec Jacques Villeneuve et Olivier Panis, je crois que c'était 2001 ou 2002. J'ai plus le souvenir précisément, mais ça n'avait pas été exceptionnel. Donc, est-ce que Ferrari a vraiment un retard sur Mercedes ? C'est dur de savoir. En Australie, on pensait que c'était le cas. Par contre, à Bahreïn, les Ferrari étaient au-dessus. Et puis en Chine, est-ce que c'est pas plutôt une erreur de réglage qui a fait que Ferrari était un peu derrière ? Parce que Ferrari a décidé d'être performant dans le troisième secteur, d'avoir des ailerons qui étaient moins relevés que Mercedes. Et est-ce que c'était pas un mauvais choix de la part de Ferrari en termes de stratégie, mais est-ce que au final la voiture avec les ailerons, si elle avait eu les ailerons à la même hauteur que Mercedes, n'aurait pas été aussi performante ? C'est des questions qu'on peut se poser du côté de chez Ferrari, mais encore est-il qu'au championnat le retard est important, que ce soit au championnat pilote ou au championnat constructeur, et Mercedes est déjà bien embarqué. Troisième question, Renault a-t-il réglé ses problèmes de fiabilité ? Depuis le début de saison, ça fait quand même beaucoup. Double abandon à Bahreïn, problème pour Carlos Sainz du côté du circuit d'Albert Parks. Problème encore pour Hülkenberg, ça c'était du côté de la Chine. 4 problèmes techniques sur les moteurs Renault en 3 courses, ça fait un petit peu beaucoup. Surtout que Cyril Abiteboul, lors de cet hiver, nous avait dit oui, Renault a énormément progressé sur la fiabilité, on est beaucoup plus fiable qu'avant et en plus on a réussi à gagner de la performance. Alors la performance moteur, elle a l'air d'être présente, c'est ce que nous dit Daniel Ricciardo, c'est ce que nous dit également Nico Hülkenberg. Et même Carlos Sainz le disait, je l'ai lu en interview, mais la fiabilité n'est pas encore présente et c'est dommage parce que ça leur fait perdre des points précieux pour l'écurie 1, mais également pour l'équipe McLaren qui a l'air d'être plutôt performante, au moins sur certaines pistes. La McLaren a l'air d'être très intéressante sur certaines pistes. En Chine, ils n'étaient pas présents. Par contre, à Bahreïn, ils étaient très rapides. Quatrième question et quatrième enjeu. Grosjean va-t-il enfin marquer des points ? Eh oui, parce que depuis le début de saison, Romain Grosjean, c'est pas vraiment ça. Et la spirale négative du Grand Prix de la saison de l'année dernière est en train un petit peu de se répéter. Et puis surtout, chez Haas, on a un souci technique. Je l'avais dit à Bahreïn, la voiture était très rapide en qualification et en course, Magnussen avait été en difficulté. Je rappelle que Grosjean avait été touché dans un accident avec Lance Stroll. Et puis, bis repetita en Chine, les voitures étaient très rapides en qualification, par contre en course, ça a été une catastrophe, le rythme n'était vraiment pas bon, des erreurs également, on rappelle, dernière partie de qualification, elles se font avoir, et ce qui fait qu'ils n'ont pas de temps. Mais ils ont découvert que la voiture a un souci avec son rythme en course chez Haas, et ils pensent déjà qu'ils vont avoir un Grand Prix compliqué en Azerbaïdjan à cause de ce souci, parce que la voiture en fait est très bonne en qualif mais n'a aucun rythme en course à cause d'un souci. Elle tape un peu trop dans ses pneus et elle a du mal à les utiliser sous certaines conditions. Les pronos, je mets Charles Leclerc vainqueur de ce Grand Prix. Pourquoi Charles Leclerc ? Déjà parce qu'il est en forme avec la Ferrari, que je pense que la Ferrari au niveau moteur a l'air d'être un peu plus performante pour le moment
que la Mercedes. Alors s'il n'y a pas de problème technique, il devrait bien s'en sortir. Et puis surtout, Charles Leclerc, lors de son année de F2 en 2017, il s'était imposé à Bakou, et surtout lors de la manche sprint. On rappelle qu'il se fait avec une grille inversée pour les 8 premiers, c'est-à-dire que le vainqueur de la course 1 part en 8ème position. Il avait quand même réussi à finir sur le podium, donc il aime bien ce circuit. Deuxième, je mets Lewis Hamilton. Troisième, Sébastien Vettel. Je pense que Hamilton va encore faire un bon Grand Prix, malgré le fait qu'il sera dominé. Ensuite, quatrième, Bottas. Et puis, je mets les Red Bull derrière, Verstappen et Gasly. Pourquoi ? Parce que chez Red Bull, déjà, il y a le moteur Honda. On va changer des pièces du moteur Honda. Nouveau système au niveau du moteur thermique. Donc voilà, pour essayer de faire un gain de puissance. Ça veut dire qu'en fin de saison, ils utiliseront un quatrième moteur, ils auront des pénalités chez Red Bull, mais je pense qu'ils auront un Grand Prix compliqué. Et puis pour moi, le meilleur des autres, on va dire, en dehors de ces 6 teams, eh bien ça va être Sergio Pérez. Pour les raisons précédentes, c'est le seul qui a 2 podiums sur ce circuit. Et puis la Force India, certes, elle a une aérodynamique, enfin la Racing Point, pardon. Force India a un package aérodynamique plutôt simple. Mais sur ce type de circuit où il ne faut pas énormément d'appui, ça ne devrait pas l'handicaper. Alors, on fera le débrief, le baromètre de ce Grand Prix de Bakou. Je ne sais pas encore quand. Ça sera, alors, soit il sera en ligne mardi, soit il sera en ligne... oui, même mardi, ça me semble un peu tôt. Non, soit il sera en ligne mercredi, soit il sera en ligne jeudi. Je pense que mardi, ça va être un peu compliqué, mais pourquoi pas. Et puis donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça permet de la monétiser. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis surtout, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.